Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce grand entretien de Ciel et Espace enregistré en public à la Cité internationale universitaire de Paris en partenariat avec le Club des chercheurs de la Fondation Victor Lion et sous l'égide de l'Association française d'astronomie, donc l'éditeur de la revue Ciel et Espace, dont je vous invite à découvrir le nouveau site internet qui est en ligne depuis très peu de temps, qui se veut évidemment plus moderne, plus lisible, plus accessible, plus convivial, et dans lequel vous retrouverez tous ces grands entretiens enregistrés depuis pratiquement 3 ans, puisqu'ils sont tous en ligne, à la rubrique vidéo, ainsi que des contenus, je dirais, d'une très, 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 très grande richesse pour suivre l'actualité astronomique et spatiale, et bien évidemment celle des grands observatoires et des télescopes qui sont dedans, en particulier ceux à venir, les télescopes du futur. Saviez-vous que la lunette de Galilée, j'ai regardé ça avant de préparer cette émission, avait un diamètre pour son objectif de 51 mm et qu'elle grossissait 14 fois. Un peu plus de 4 siècles plus tard, l'Europe s'apprête à construire un nouvel œil, un nouveau géant, l'ELT Extremely Large Telescope, le très très grand télescope, un œil de cyclope de 39 mètres de diamètre, 51 mm, 39 mètres de diamètre. Guy Perrin, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, vous êtes chercheur au LIRA, vous êtes membre de l'Académie des sciences, vous êtes chargé de mission aussi au ministère de la Recherche pour les affaires astronomiques et la recherche spatiale. Vous êtes un spécialiste de l'instrumentation et de ce qu'on voit dedans, bien sûr, évidemment. Question toute simple, c'est qu'est-ce qu'on verra dans un télescope de 39 mètres de diamètre? Ah, ben, on verra déjà tout ce qu'on voit aujourd'hui, et puis on verra aussi ce qu'on ne peut pas voir. Voilà. Et donc c'est la motivation et la raison pour laquelle les États acceptent de construire un télescope aussi grand. Mm. Et donc c'est le potentiel de découverte, celle qu'on connaît ou qu'on pense pouvoir faire, et puis surtout celle qu'on ne connaît pas. Voilà. Et Et qu'on va découvrir. qu'est-ce qu'on ne peut pas voir actuellement? Qu'est-ce qu'on peut pas voir? On peut pas voir, par exemple, probablement les toutes premières étoiles. Voilà, on voit des étoiles assez anciennes, mais les toutes premières, ça reste difficile. Alors le James Webb commence à dévoiler une partie des choses de son côté. On ne peut pas voir, par exemple, des atmosphères de planètes de type terrestre, des exotères ou des super-terres, des super exotères. Et c'est un des grands objectifs, c'est un des grands objectifs de l'ELT. Il y a tout un tas de sujets comme ça qu'on peut décliner. On ne peut pas voir, on espère voir ou on espère mesurer les caractéristiques, par exemple, d'étoiles. Alors ça, il se trouve que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, d'étoiles qu'on ne connaît pas forcément encore au centre de la galaxie, très près du trou noir supermassif, dont on a besoin pour faire des tests de relativité générale, tout près du trou noir. On en connaît quelques-unes, dont une qui s'appelle S2, voilà, qu'on a beaucoup exploitée depuis maintenant une dizaine d'années. Mais on espère en voir d'autres, et puis surtout on espère mesurer les caractéristiques, par exemple la vitesse de ces étoiles, en plus de ce qu'on fait en interférométrie, en mesurant les positions de ces étoiles. Donc ça, c'est un exemple de sujet. Il y en a beaucoup d'autres. On espère aussi mesurer les masses des premières galaxies, par exemple, en regardant et mesurer les masses de ces premières galaxies, en regardant autant de premières galaxies que possible, et en mesurant la vitesse de rotation de ces galaxies pour remonter à la masse de ces galaxies, par exemple. Si je dis on collecte plus de photons en moins de temps, c'est une bonne observation? Ah oui, absolument, oui, c'est très important. Et donc vous en collectez en moins de temps, donc ça veut dire que vous pouvez faire plus d'objets. Et puis, pour ceux que vous connectez en moins de temps, mais pour lesquels il aurait fallu un temps tellement grand que ce n'est pas possible avec des télescopes classiques, vous pouvez observer ces sources qui n'étaient pas observables auparavant, enfin qui ne sont pas observables aujourd'hui. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand on regarde l'histoire, évidemment, parce que on se rend compte de l'énorme pas qui a été fait entre le moment où... Enfin, c'est pour ça que je commençais par Galilée, parce que quand on regarde la lunette de Galilée, bon, 4 siècles, ça veut paraître loin, mais c'est pas si loin que ça. Et puis on voit apparaître, alors, moi, quand j'étais jeune, c'était les premiers géants, l'observateur du Mont Palomar, je crois que c'est les années 45, quelque chose comme ça.
5 mètres de diamètre. Les soviétiques qui construisaient à Zelenchuk le 6 mètres. Et les Américains disaient, nous, on a le télescope le plus grand du monde libre. Je me souviens de cette discussion-là. Et on avait l'impression qu'on ne pourrait pas construire plus grand. Or, il y a eu des bons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les raisons de ces sauts technologiques? Alors, il y a à la fois le savoir-faire et la confiance dans le fait qu'on pourra faire, même s'il y a beaucoup de risques dans ces projets. Mais il faut que les risques soient minimisés à tel point qu'on puisse donner la confiance. Alors, dans le cadre de l'ESO, c'est une organisation intergouvernementale, c'est des États qui payent. Donc, il faut que les États soient convaincus que le produit qu'on leur vend, quelque part, le produit de recherche qu'on leur vend, ce sera possible. Ce ne sera pas juste de l'argent qui finalement ne servira à rien. Donc, la première chose, c'est le savoir-faire. Ça, c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est les progrès technologiques. Donc, il faut absolument les deux. Sans les progrès technologiques, ce n'est pas possible. Voilà. Et moi, à titre personnel, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est qu'on a l'impression qu'en dehors des limites fondamentales, j'ai l'impression qu'en dehors des limites fondamentales imposées par la physique, là, il y a des choses qui ne sont pas possibles parce que la physique dit que ce n'est pas possible. Et on est sûr de cette physique-là. Voilà. Tout le reste, finalement, ça devient possible. Et ça devient possible à une échelle de temps. Vous parliez de Galilée. Galilée, c'était il y a 400 ans. Aujourd'hui, mais ça va incroyablement plus vite. Parce que le Palomar, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Finalement, c'était il y a moins de 80 ans aujourd'hui. Je ne sais plus, le Palomar, c'était à la fin des années 40, au début des années 50, je ne sais plus. Donc 80 ans, on est passé d'un 5 mètres, qui était déjà une très belle machine, mais de conception totalement différente de celle d'un 8 mètres d'aujourd'hui ou bien sûr de l'ELT, parce que c'était des miroirs avec une épaisseur quand même assez conséquente, hein, et donc des masses à déplacer qui étaient énormes. Le modèle du 5 mètres du Palomar, il n'est pas du tout exploitable à un ELT, même pas à 8 mètres. Voilà. Trop lourd, Beaucoup trop lourd. Il se déformerait. Ah oui, et puis à cette époque-là, le rapport entre le diamètre du télescope et l'épaisseur du télescope, c'était un facteur 6. Donc, vous imaginez, vous faites un 39 mètres de diamètre, ça veut dire qu'il vous faut un miroir qui fait 6 mètres et quelques d'épaisseur. C'est pas possible. Ça fait une masse qui est trop importante. Donc, pour ça, il a fallu pouvoir faire des miroirs qui étaient minces. Finalement, c'est des crêpes. Hein. Qui dit miroir mince, quand on veut avoir une bonne qualité image, il faut pouvoir contrôler le miroir pour pouvoir faire en sorte que le miroir ait toujours la bonne forme. Et ça, c'est l'optique active. Et l'optique active, c'est apparu dans les années 80. On se met à faire bouger les miroirs pour qu'ils bougent comme l'atmosphère. Absolument. Alors ça, c'est l'optique adaptative. Ça, c'est la deuxième couche. C'est comme les rasoirs Gillette. Hein. Il y a la première lame. Alors, la première lame, c'est l'optique active. Là, il faut que le miroir il ait la bonne forme, quelle que soit la direction dans laquelle on pointe le télescope, quelles que soient les évolutions de température aussi. Et puis, ensuite, une fois qu'on a la bonne forme du miroir, il faut faire en sorte que la turbulence atmosphérique, donc le fait que l'air, un indice de réfraction qui fluctue au fil du temps, et quand je dis au fil du temps, c'est sur des échelles de temps très courtes, hein, c'est la milliseconde ou quelques millisecondes de temps, eh bien, ces fluctuations vont faire que les photons qui arrivent sur le télescope, finalement, sont perturbés, à tel point que quand on fait l'image au volet du télescope, on n'obtient plus une image qui est celle que devrait donner le miroir parfait. Et donc, il faut faire une deuxième correction, qui est celle de la turbulence atmosphérique. Et ça, c'est l'optique adaptative. Et donc, ça, c'est une partie des technologies qui font que, sans ces technologies-là, ça n'aurait aucun sens de faire ces télescopes-là aujourd'hui. Première chose. Et deuxième chose, parce qu'on a construit au Chili le VLT, Very Large Telescope, donc c'est le projet auquel vous avez été associé. Ensuite, on mélange la lumière issue de plusieurs télescopes. Et là, c'est aussi une deuxième révolution. Mais avant d'en parler, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand ce projet a démarré, ça c'était théorique, personne ne l'avait jamais fait et personne n'était sûr que ça allait vraiment fonctionner. Alors, vous parlez de l'interférométrie? Non, du grand télescope. De l'interférométrie. Ah, de l'interférométrie. Ah oui, alors, l'interférométrie, oui, c'est une autre histoire parce que c'est un concept, en fait, qui est assez ancien. Alors, c'est plus récent que Galilée. Mais ça a été compris pour la première fois par un Français qui s'appelait Armand Hippolyte Fizeau, et qui a, dans un rapport, il était académicien, et dans un rapport fait pour l'attribution d'un prix, il a écrit dans la marge, mais tiens, au fait, si, alors il ne l'a pas écrit comme ça, hein, mais il a eu l'idée, en fait, de se dire, mais si on séparait deux télescopes d'une certaine distance, en fait, on obtiendrait des franges d'interférence, et ces franges d'interférence seraient reliées à la dimension angulaire de l'objet. Voilà. C'était une intuition. Il n'y avait pas encore la théorie, mais c'était une intuition.
Et le contraste devrait diminuer en fonction de la taille de l'objet. Plus l'objet est gros, plus le contraste des franges est faible, etc. Sauf qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas faire l'interféromètre longue base comme on le fait aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu cette idée, et puis un astronome qui était à l'époque directeur de l'Observatoire de Marseille, qui s'appelait Stéphane, a fait une manip toute simple. Il a fait ce qu'on appelle une expérience des trous de Young. C'est comme ça que Young a obtenu les premières franges qui ont contribué à montrer que la lumière était une onde lumineuse, voilà. Et donc, il a fait deux trous ou deux fentes dans un support qu'il a placé devant le télescope, donc pour obstruer la lumière ne passait que par les deux trous ou les deux fentes. Il a obtenu des franges d'interférence. Et en obtenant ces franges d'interférence, en fait, ce qu'il voulait voir, c'est s'il y avait une variation du contraste des franges en fonction des sources qu'il observait. Et alors, il n'a pas eu de chance, parce qu'il a bien obtenu les franges, mais il n'y avait pas de variation du contraste. Alors, on a su pourquoi après, c'est parce que tout simplement les étoiles n'étaient pas assez grosses. Voilà. Et donc, ils en ont conclu que oui, on obtenait des franges d'interférence, mais voilà, c'est tout. Il fallait des télescopes plus grands à l'époque dont on ne disposait pas, ou alors séparer les Donc, il y télescopes. avait la théorie, en fait. La théorie Voilà, il y avait la théorie, et il y avait quelqu'un d'autre aux États-Unis qui était Michelson, très connu déjà à l'époque. Mmh. Et alors, on ne sait pas si Michelson a eu l'idée de l'interférométrie au sens de l'interférométrie entre télescopes, seul ou après en avoir parlé avec Fizeau. On sait qu'il est venu à Paris, on sait qu'il a rencontré Fizeau, mais on ne sait pas s'ils se sont parlé d'interférométrie à télescope. En tout cas, lui, il a eu l'idée aussi de faire la même chose que Stéphane. Mais, alors, c'était Michelson. Il s'est dit, moi, je vais le faire sur des sources dont je connais le diamètre. Voilà. Et c'était les satellites de Jupiter. Alors, c'est des sources qui ont un diamètre de l'ordre de la seconde d'angle. Et là, le télescope était suffisamment grand, puisqu'on voyait ces objets avec un télescope classique, on voyait que ces objets n'étaient pas ponctuels. Et il a montré le principe, puis après, il est passé à quelque chose de plus grand. Il a pu mesurer comme ça le diamètre de Betelgeuse, etc., etc. Mais je reviens à mon VLT. Mon VLT, c'est 4 télescopes qui sont installés et tout d'un coup, quelqu'un se dit ça serait bien de les mettre en liaison, en quelque sorte, en lien Exactement. ensemble. Sauf que ça, quand on démarre ce projet, personne ne l'a jamais fait. Donc, c'est quand même un pari osé. Ah, c'était extrêmement osé, oui. Alors, il y avait eu les premières franges d'Antoine Labeyrie, un astronome français, Au Serga. en 74 au Serga, qui avait montré qu'on pouvait effectivement, il avait réussi à faire ce que Michelson n'a pas pu faire. Voilà. Et alors, Michelson, il faisait tout à l'œil à l'époque. Labeyrie, lui, il avait une techno un petit peu plus moderne, voilà, mais ce n'était pas encore la technologie d'aujourd'hui, hein. Ça restait un instrument extrêmement simple par rapport aux standards d'aujourd'hui. Mais il a pu montrer qu'on avait des franges comme ça entre deux télescopes séparés. Voilà. Et ça, c'était les années 60, milieu des années 70. Et donc, quand il y a eu ce projet, en fait, le projet du VLT, au départ, c'était un 16 mètres de diamètre. Les gens voulaient un 16 mètres. On avait en Europe un 3,60 mètres. Enfin, quand je dis en Europe, c'était à l'Observatoire austral européen au Chili, mais l'Observatoire austral européen. Donc, on avait ce 3,60 mètres. Nous avons toujours, d'ailleurs, un 3,60 mètres, nous aussi, à Hawaï, le télescope Canada-France-Hawaï. C'est des télescopes de même génération, c'est la fin des années 70. Oui. Et donc, il s'agissait, les Américains avaient leur Palomar et les Russes avaient leurs Zelenchuk. Il s'agissait pour les Européens de passer devant, pas simplement pour passer devant, mais pour faire des sciences extrêmement intéressantes. Et les gens se sont dit, on va faire un 16 mètres. Puis bon, rapidement, ils ont réalisé que passer d'un 3,60 mètres à un 16 mètres, c'était très compliqué. Et il se trouve que par une magie mathématique extraordinaire, un 16 mètres, c'est 4 8 mètres en termes de surface collectrice. Et alors là, ça a été le miracle pour les interférométristes, parce que d'un coup, on passait d'un télescope à 4, très gros en plus. Donc les gens se sont dit, voilà, on va faire un interféromètre. C'est comme ça que ça a démarré. Le phénomène de turbulence atmosphérique était connu quand cette décision a commencé à être prise. Et donc, les gens savaient qu'il y aurait un problème majeur, parce que non seulement la turbulence atmosphérique, c'est un problème quand on fait de l'observation à un télescope, mais c'est un problème encore pire Quand il y en a 4. quand il y en a 4, et qu'on fait de l'interférométrie. Parce que là, c'est le contraste des franges qui est nul. Alors, nul au sens du physicien, c'est-à-dire c'est pas exactement zéro, mais c'est tellement petit qu'il n'y a aucune chance de mesurer ce qu'on voit. Voilà. Et donc des gens, et c'est essentiellement Pierre Léna en France, dans notre laboratoire, a compris, en fait, avec notamment François Rodier, un autre astronome français, ce problème.
Et Pierre a décidé de se lancer dans une aventure incroyable qui était de faire de l'optique adaptative avec des partenaires, donc les eaux et puis l'ONERA alors les eaux est venu après, et puis la compagnie Générale Électricité à l'époque. Et c'est comme ça que les choses sont devenues technologiquement possibles en montrant qu'avec l'optique ablative, on corrigeait une image. Et donc, on pouvait imaginer résoudre ce problème de faire de l'interférométrie avec ces grands télescopes. Alors, je vous arrête là parce que vous avez cité des observatoires français et on voit bien qu'à ce moment-là, quand ces décisions se prennent d'aller au Chili, de travailler sur des grands télescopes, de mobiliser la communauté européenne à travers les eaux, etc., sur le plan national, ça change les choses. Donc, on a parlé de l'observatoire du Cerga, au-dessus de Nice. Il y a l'observatoire de Nice. Il y a l'observatoire du Pic du Midi. Il y a l'observatoire de Haute-Provence, etc. Observatoire de Meudon-Paris. Est-ce que quand on décide de changer de dimension de miroir de télescope, ou en tout cas de structure, c'est pas un peu la mort et la fin de l'astronomie nationale? Ah oui, alors il y a deux façons de voir les choses. Il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Moi, j'ai une tendance forte à penser qu'il est très à moitié plein ou à moitié très plein plutôt. Mais voilà, alors oui, bien sûr, on fait plus de l'astronomie comme on en faisait avant, c'est-à-dire dans nos observatoires nationaux. On a encore de la belle astronomie dans nos observatoires nationaux. Mais c'est une astronomie qu'on peut faire avec nos observatoires nationaux. Voilà. L'astronomie qu'on fait au Chili avec des très grands télescopes, on ne peut pas la faire avec nos observatoires nationaux. Voilà, donc les deux sont complémentaires de ce point de vue-là. Il y a des choses qu'on peut faire. Pardon, mais en même temps, c'est là où, à l'OHP, où Michel Mayor découvre la première exoplanète. Exactement, parce que pour découvrir la première exoplanète, on n'a pas besoin d'un 8 mètres. Donc on a besoin des deux, en fait. On a besoin des deux, absolument. On a besoin des deux. Il y a des manips qu'on peut faire sur des télescopes de plus petite taille, pour lesquels on aurait peut-être du mal à obtenir du temps d'observation sur un télescope de plus grande taille. Et quand on a ces télescopes de plus petite taille, on a plus de temps. Ces télescopes sont moins demandés, qui peuvent être spécialisés ou quasiment spécialisés. Et donc, du coup, ça confère un avantage assez important pour ces télescopes et ce type de recherche. Et là, je vous demande votre avis d'expert, qui connaît bien le domaine pour le lien avec l'État. Est-ce qu'on a les moyens d'avoir une astronomie nationale et une astronomie à l'extérieur? C'est une question piège pour moi. Bah, non. J'espère que personne ne verra. Vous avez le droit de répondre à moitié vide et à moitié plein. Hein. C'est comme... Non, non, mais... Alors, je vais vous faire une réponse très personnelle et non pas, certainement pas une réponse qui Non, engage l'État. Moi, j'estime que la France est un grand pays. On n'est pas aussi grand que d'autres pays, mais on est encore un grand pays. On a été suffisamment intelligent pour décider que les choses qui dépassaient l'État français, on les ferait avec d'autres États. Voilà, et donc on peut se les permettre aujourd'hui. Nos 8 mètres au Chili ou notre ELT, mais c'est inimaginable pour un État. Inimaginable. Le LT, on voit que les Américains ont beaucoup de problèmes hein, pour en faire. Ils veulent en faire deux en plus. Et tout seul, c'est pas facile. Hein, voilà. Même s'ils sont pas tout seuls, mais c'est essentiellement eux les plus grands investisseurs. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Et ça laisse la possibilité de faire des observatoires, de continuer à entretenir des observatoires qui sont de plus petite taille, qui représentent des investissements qui sont beaucoup plus faibles et qui, de mon point de vue, doivent être abordables pour un État comme la France. Et on a aussi sans doute la possibilité de former des observateurs et des astronomes sur ces télescopes nationaux. Absolument, absolument. Vous considérez que la découverte des exoplanètes, ça a sauvé l'OHP, par exemple? Ah, alors, on dit ça. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu la décision de fermer l'OHP, enfin de faire en tout cas de fermer le télescope de 193. Si ça s'était produit, et si la première exoplanète n'avait pas détecté là, est-ce qu'il aurait été véritablement fermé? Je ne sais pas. À l'observatoire du Pic du Midi, on a un 2 mètres. Il n'a pas détecté, il n'a pas fait la première détection d'exoplanètes. Il est toujours là. Il y a même des instruments assez récents. C'est un télescope qui fonctionne très bien pour ces instruments. Vous voyez, donc, c'est important d'avoir une base arrière sur laquelle on peut faire des développements qui seraient peut-être difficiles à faire dans un contexte purement international. Et qu'ensuite, ça permet d'acquérir des expertises en France qu'on peut aussi ensuite placer sur ces grands télescopes internationaux et qui donnent aux équipes françaises une expertise qui leur permet de briller dans ces cadres-là. Alors, avant de parler du ciel, parce que ça dépend aussi, je dirais, de la qualité du ciel, où sont ces télescopes. Et je voudrais tout de suite qu'on parle de ce qui va arriver, c'est-à-dire de ces télescopes géants. On connaît un nouveau bond.
des plus de 25 mètres, des plus de 20 mètres. C'est absolument considérable. Donc, le VLT, on l'a dit, vous l'avez dit, c'est 4 fois 8 mètres 20. L'extrêmely large télescope, c'est 39 mètres. Le bond est absolument considérable. Comment estimez-vous qu'on ait réussi à changer d'ordre de grandeur aussi fort? Où a été l'amélioration? Est-ce que c'est dans les technologies? Est-ce que c'est dans l'ingénierie? Est-ce que c'est... Enfin, comment vous l'expliquez? Alors, il y a une composante, bien sûr, scientifique et technologique importante, mais il y a aussi une composante psychologique importante. Donc, on pense qu'on sait faire le 39 mètres. Je peux même dire qu'on sait faire le 39 mètres parce qu'on sait faire les 4-8 mètres et qu'on sait faire tout ce qu'il faut pour faire fonctionner les 4-8 mètres à la meilleure performance possible. On parlait d'optique adaptative tout à l'heure. Moi, quelque chose qui m'effare totalement quand je suis à Paranal et que je vois les collègues qui utilisent l'instrument Sphère qui a été fait en partie en France. Donc, c'est un instrument d'optique adaptative pour l'observation des systèmes exoplanétaires. Les exoplanètes, vous avez une planète qui est très très faible à côté d'une étoile qui est extrêmement brillante. Donc il faut que l'image soit la plus précise possible et l'énergie la plus concentrée possible pour avoir une chance de voir la planète à côté de l'étoile. Donc optique adaptative obligatoire. Mais cette optique adaptative aujourd'hui, elle est tellement bonne, tellement performante que quand on voit l'image, on ne la voit pas bouger, on ne la voit pas trembloter. Voilà. Première fois que j'ai vu une image Sphère comme ça en direct, j'ai demandé à mes collègues, mais ça marche là? Voilà. Ils m'ont dit, oui, ça marche même très très bien. Et voilà, ça tournait en permanence, donc ça corrigeait, je ne sais pas, ça doit fonctionner à 100 Hz ou 200 Hz, chose comme ça, donc des corrections plusieurs fois des centaines de fois par seconde. Et donc ça montre qu'on est capable de faire des optiques adaptatives comme ça, qui fonctionnent, mais quasiment à la perfection. Alors, c'est jamais la perfection, mais en tout cas quasiment à la perfection. Et ça veut dire, si j'ai un télescope de 39 mètres de diamètre qui est bon, c'est-à-dire dont le miroir a les bonnes caractéristiques et qui m'amène déjà à la limite de diffraction, qui m'amènerait à la limite de diffraction si l'atmosphère était parfaitement corrigée, eh bien, on pense qu'on peut, bien que le télescope soit de plus grande taille et que donc l'optique adaptative soit plus difficile, mais on a des bonnes raisons de penser qu'on peut arriver à faire cette correction. Voilà. Et donc à amener le télescope à ses performances ultimes. Donc il y a la technologie, mais il y a aussi l'expérience et l'aspect psychologique qui fait qu'on sait qu'on va pouvoir le faire. Voilà. On sait qu'on va avoir des problèmes à relever, toujours quand on démarre comme ça un nouvel observatoire avec un tel bond en diamètre, on a affaire à des problèmes nouveaux, donc il va falloir résoudre ces problèmes. Mais c'est pareil, avec des équipes qui ont déjà eu l'habitude, ou dont les aînés ont eu l'habitude de résoudre des problèmes un peu du même type dans le passé, et qui ont réussi. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais pourquoi 39? Pourquoi pas 40? C'est le bout, on dit on ne peut pas aller plus loin, c'est la Alors, limite des technologies actuelles. Alors au départ, c'était même un 100 mètres de diamètre. Voilà. Quand le projet était imaginé, alors là c'était du papier, c'était Catherine Césarski, astronome française qui était directrice générale de l'ESO, et il me semble que c'était en 99, moi je suis mon poste en 99, donc c'était dans ces eaux-là, un 100 mètres de diamètre s'appelait HALL, voilà, HALL, Overwhelmingly Large Télescope super hyper grand, voilà. Et ça a été lancé comme une idée, des gens ont commencé à faire des études. Évidemment, ça a suscité une excitation très forte dans la communauté astronomique européenne parce que 100 mètres de diamètre, ça veut dire telle sensibilité, ça veut dire telle résolution angulaire, donc des possibilités extraordinaires. 100 mètres de diamètre, c'est un terrain de foot ou un terrain de rugby, ça dépend d'où vous êtes. Donc ça veut dire un dôme aussi qui est assez extraordinaire, un télescope avec une masse fantastique, et puis surtout ça coûte très cher, et ça coûtait tellement cher que c'était pas possible. Voilà. Donc c'était pas possible financièrement, peut-être aussi sans doute technologiquement, et il fallait une étape supplémentaire, et l'étape supplémentaire, ça a été de faire un 42 mètres. Voilà. Et puis 42 mètres, il a fallu couper un petit peu encore parce que ça passait pas, non pas technologiquement, mais financièrement, et on est arrivé à 39 mètres. C'est comme ça que la décision a été de faire un 39 mètres de diamètre. Alors, ce qu'on lit dans la presse et qui est absolument extraordinaire, c'est que les Européens vont être les premiers
pour la première fois à avoir le plus grand télescope du monde. Il y a toujours 2 projets aux États-Unis. Le premier s'appelle Giant Magellan Telescope, 24 mètres et C'est demi ça. de diamètre, hein. Et le deuxième s'appelle le TMT, le 30 Meters Telescope, 30 mètres. Et il semblerait que le Magellan soit celui qui soit retenu pour des questions financières, en tout cas que les deux aient été mixés. C'est la première fois que l'Europe astronomique, en termes instrumental, passe devant les États-Unis. Et ça, c'est quand même un choc. Alors, je dirais même que c'est la deuxième fois. C'est peut-être mon biais personnel avec le VLT. Ouais. On n'a pas les plus grands télescopes de la planète aujourd'hui, parce que les plus grands, ils font 10 mètres, mais on a l'observatoire le plus performant qui existe aujourd'hui, enfin dans le domaine optique. Voilà. Et donc ça, c'est le VLT. Et en termes d'impact scientifique, on peut dire que les Européens, en tout cas les États membres de l'ESO, sont passés devant les collègues américains. Mais bon, on est en tête, mais on n'est pas très très en avance par rapport aux Américains. Avec le LT, c'est complètement différent. Pour l'instant, le LT n'a pas de concurrence parce que les 2 télescopes dont vous parlez, les 2 projets ne sont pas totalement financés. On ne sait pas encore si le TMT va sauver sa peau ou pas. On pourrait penser que oui, mais c'est pas certain. Et puis il y a le problème du site pour le TMT en plus, qui est un autre problème très difficile. Il n'est pas du tout évident qu'ils puissent faire leur télescope à Hawaï. Et s'ils ne le feront pas à Hawaï, Bah si, on peut en parler tout de suite. Alors, les populations disent non, on n'en veut pas parce que vous ne respectez pas la montagne. et En oui, gros, c'est ça. et oui, et oui. Et on ne met pas un télescope n'importe où sans avoir discuté avant avec ceux qui sont, pas dire les propriétaires, mais en tout cas dans leur environnement. Alors, ils sont peut-être pas les propriétaires juridiquement parlant, mais en tout cas, moralement, ils le sont. C'est leur pays à eux. Et disons que les choses n'ont pas été préparées suffisamment correctement par l'organisation qui est responsable du TMT. Et ça a conduit à la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Ça a réveillé une opposition très, très forte à l'astronomie à Hawaï, qui était quand même très, très extrêmement minoritaire, mais là, c'est devenu vraiment très, très important, et avec des raisons qui sont objectives, que je regrette, enfin, je regrette en tout cas, moi, personnellement, cette situation, parce Mmh. que il se trouve que j'ai travaillé à Hawaï, j'ai fait avec des collègues un projet pour faire de l'interférométrie à Hawaï, et on avait discuté et on avait échangé avec des représentants de la population locale, simplement pour présenter le projet, expliquer ce qu'on Mmh. faisait, etc. Et c'était dans une démarche justement de montrer aux gens qu'on s'intéressait quand même à ce que eux sont. Et puis on travaillait ensemble au sommet. Ça n'a pas été fait comme ça. Et du coup, comme c'était en plus le télescope le plus emblématique parce que le plus gros, bah, ça a généré une opposition Mmh. qui s'est révélée finalement extrêmement efficace, et ça bloque le projet. Et j'ai du mal à croire qu'ils pourront faire ce projet un jour à Hawaï. Je pense que le jour où il y aura à nouveau des camions qui viendront escalader la montagne pour relancer les travaux, paf, il y aura le même problème. Et à nouveau des manifestations qui bloqueront le chantier. Donc le prochain grand télescope américain sera vraisemblablement au Chili. C'est là où il est prévu d'être installé, c'est là où les constructions commencent. L'extrêmely large télescope européen, il est au Chili Oui. aussi. Donc prévu pour 2028, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Première lumière technique printemps 2029, et première lumière scientifique en 2030. Demain. Ah oui, C'est vraiment demain. c'est très bientôt, oui. Juste combien ça a coûté? Combien ça a coûté? Le chiffre, c'est de l'ordre de... Alors, ça dépend comment on compte, mais c'est de l'ordre d'1,5 milliard. Voilà. 1,5 milliard. C'est l'ordre de grandeur. On peut rappeler que le James Webb Telescope, c'est plus de 10 milliards de Oui. dollars. Oui. Donc, mais c'est intéressant de voir bon, c'est vrai que le James Webb, c'est une dérive budgétaire aussi. C'est pas nécessairement le bon exemple à donner, mais on voit bien que presque 10 fois, pas complètement, mais facteur 10, c'est pas rien pour Non, un c'est pas rien. télescope. Oui, oui, c'est pas rien. Vous considérez qu'il y a une compétition entre l'espace et le sol, ou le sol est définitivement fondamentalement différent de ce que l'on fait dans l'espace? Les deux sont complémentaires. On fera jamais enfin, je dis jamais, il faut faire attention quand on dit jamais, mais en tout cas, peut-être de bon vivant, faire un 39 mètres dans l'espace, ça me paraît difficile. On fera jamais l'équivalent dans l'espace. Enfin, jamais, pardon, j'ai dit qu'il fallait pas dire jamais, je viens de redire jamais, voilà, de mon vivant, voilà.
Non, c'est difficile. Ou alors, il faudra une nouvelle technologie avec des miroirs extrêmement amincis, envoyer un paquet de fusées pour pouvoir mettre ça en orbite. Enfin, ça paraît tellement potentiellement cher que j'ai du mal à croire qu'on arrivera à faire ça dans un horizon finalement pas trop lointain. L'espace, c'est bien pour pouvoir observer sans optique, enfin, sans atmosphère, bien sûr, sans atmosphère pour la turbulence. Mais surtout et aussi sans atmosphère qui bloque les rayons lumineux, certains rayons lumineux. Donc, ça permet d'accéder à des domaines de longueur d'onde auxquels on ne peut pas avoir accès au sol. Par contre, au sol, on peut construire des télescopes beaucoup plus grands et qui ont une durée de vie aussi qui est beaucoup plus longue. Parce qu'en général, ces observatoires, ils sont faits pour durer une cinquantaine d'années. Alors, sur le papier, ils ne sont pas faits pour durer 50 ans. Moins que ça. Mais dans la pratique, c'est le cas. Le 3,60 m de l'ESO, il a été fait à la fin des années 70. On est bientôt à la fin des années 2020. Il est encore là. Le Palomar, il est toujours là. Il a 80 ans, ou presque 80 ans. Le LT, il aura bien plus que 50 ans. Voilà. Donc, alors, le James Webb Space Telescope, je ne sais pas combien de temps il va durer. Il va durer en général, les manifs spatiales durent plus longtemps que ce qui est prévu au départ parce qu'elles sont surdimensionnées pour ne pas prendre de risques, qui est vraiment très très bien. Mais il n'y aura pas autant qu'un télescope au sol. Voilà. Donc, on n'aura jamais cet équivalent-là. Voilà. Dans ces nouveaux grands télescopes, comment considérez-vous la part de l'instrumentation? Parce que tous les amateurs de photos savent très bien que avoir un objectif de très haute qualité, c'est génial. D'avoir un bon boîtier, c'est magnifique. Mais alors, derrière, il y a du traitement, il y a des logiciels, et on se dit que pour les grands télescopes, c'est des instruments qui sont accolés à ces télescopes, qui attrapent la lumière, qui l'analysent. Je regardais la quantité de données qui seront gérées par les ordinateurs, c'est absolument monstrueux. Quelle est aujourd'hui la part de l'instrument et des accessoires, en quelque sorte? Alors, s'il n'y a pas d'instrument, le télescope, il ne sert à rien. C'est aussi simple que ça. Et les instruments, c'est ceux qui vous permettent de faire la science. Voilà. Parce que les instruments, ils vont vous apporter des capacités scientifiques qui sont toutes spécifiques à ces instruments. C'est pour ça qu'on a plusieurs instruments dans un même observatoire. Et la richesse de l'observatoire, c'est les instruments. Alors, bien sûr, si le télescope marche mal, les instruments ne feront pas de miracle, ça ne marchera pas bien. Voilà. Donc, il faut que les deux soient parfaits, mais les instruments, au final, c'est ce qu'il y a d'extrêmement important. Prenez le VLT, par exemple. Le VLT, les télescopes de 8 mètres, maintenant, ils ont quoi? Ils ont bientôt 30 ans. C'est toujours les mêmes télescopes. Par contre, les instruments, ce n'est pas les mêmes qu'au début. Voilà. Et donc, il y a une évolution de l'instrumentation qui correspond aussi à l'évolution et à l'avancée de la recherche astronomique pour répondre à des besoins qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on avait il y a 30 ans quand le VLT a été construit. Donc, la recherche sur les télescopes est extrêmement importante. La recherche sur les instruments, elle est aussi importante. Parce qu'au final, c'est ça qui va faire la science astronomique. Et qui peut se changer régulièrement. Et qui peut changer régulièrement, qui évolue régulièrement. La durée de vie d'un instrument, c'est typiquement une décennie ou un peu plus d'une décennie. Mais ça change régulièrement ou c'est amélioré régulièrement. Aussi au rythme de l'évolution. Par exemple, une chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'évolution des détecteurs depuis que moi j'ai commencé l'astronomie, c'est-à-dire il y a 30 ans maintenant. Moi, je fais ma thèse il y a 30 ans, en 96. Je peux vous dire que les détecteurs qu'on utilisait en 96, si on avait ça aujourd'hui, on considérait que ça serait un échec. Voilà. Et donc, ça n'a strictement rien à voir. Un détecteur, moi, je suis surtout infrarougiste, je fais un peu d'optique, un peu de visible aussi, mais surtout infrarougiste. Dans l'infrarouge proche, aujourd'hui, on est quasiment au bruit de photons pour les sources les plus faibles, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on était complètement dominé par le bruit détecteur. Voilà. Excusez-moi de revenir sur le miroir. Je ne sais pas s'il faut l'appeler le ou les, parce qu'il y a eu aussi une évolution. Vous parliez du télescope du Mont Palomar, beau disque bien épais. Après, on a vu arriver les fameux miroirs tournants, ceux de Roger Angel à Tucson, Université d'Arizona, où là, il faisait tourner
la matière, enfin le verre en fusion pour qu'il ait une courbure parfaite, de plus en plus mince. Aujourd'hui, la technologie, c'est quoi? C'est plein, plein, plein de petits miroirs. Ça a changé, ça continue à évoluer. Oui, oui. Alors, la technologie d'aujourd'hui, c'est essentiellement des très grands miroirs qui sont en fait des miroirs multiples qui sont composés de segments, hein. C'est le modèle des télescopes Keck à Hawaï, des 10 mètres du Keck, qui sont faits de télescopes alors j'ai oublié, je ne sais plus si c'est 1,40 m ou 1,80 m, qui sont des hexagones. Le LT, c'est 798 miroirs. Le miroir primaire, c'est 798 miroirs, 798 segments de 1,40 m. Vous voyez, donc, c'est ça la technologie aujourd'hui. C'est comme le James Webb Space Telescope. C'est un assemblage de miroirs. En nid de miroirs d'abeille, en fait. Et en idée, oui, c'est des miroirs qui sont très légers. Alors, comme c'est des miroirs distincts, il faut pouvoir les aligner les uns relativement aux autres. Et puis, il y a cette fameuse optique active. Donc, il faut aussi les corriger en permanence pour que leur forme soit toujours parfaite à l'échelle du miroir d'1,40 m, mais aussi à l'échelle du miroir de 39 mètres de diamètre. Vous voyez, mais oui, c'est ça la technologie aujourd'hui. Et ça c'est pareil, on sait faire aujourd'hui. Voilà. C'est possible parce qu'on sait faire. Voilà. On a les entreprises aussi qui le font On a ici en des France entreprises aussi, ou en absolument. Europe. Absolument. Donc, c'est en France, c'est la Reosc du groupe Safran Oui. qui est capable de faire ces miroirs-là. Et pas que cela d'ailleurs, hein. Voilà. Mais c'est aussi parce qu'on a ces industriels-là qui savent faire Ouais. que c'est possible. Voilà. Et il n'y en a pas dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et il y en a un en Europe, un seul. Voilà. Un seul. C'est déjà bien qu'il y en ait un seul. On est au bout d'un processus. On pourra faire plus grand ou aujourd'hui on se dit, waouh. Je pense que c'est un peu comme vous savez, le grand accélérateur de particules de Genève, le LHC. On s'est dit, le LHC, c'est une merveille technologique et on se dit que pour faire plus grand, il faudra passer à une échelle au-dessus. On pense déjà à la suite de ces très grands télescopes, de ces yeux de cyclope. Alors, c'est une très bonne question à laquelle il est très difficile de répondre. Voilà. Vous avez du temps parce que quand on réécoutera dans des années. Alors, le 100 mètres, pour moi, ça me paraît pas envisageable aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il faut l'envisager, en fait. Alors, on pourrait peut-être imaginer passer d'un 39 mètres à un 50 mètres. Bon, ça c'est possible, mais est-ce qu'il y a un gain tel qu'on ait à passer à un 50 mètres, par exemple? Peut-être que c'est un autre pays qui fera ça. Peut-être que les Chinois feront un 50 mètres. Mais ça restera toujours du même ordre de grandeur. On va pas gagner un ordre de grandeur aussi important qu'en passant d'un 3,60 m à un 8 mètres et ensuite à un 39 mètres. Donc je pense que c'est pas pour tout de suite. Et la question c'est finalement, est-ce que c'est absolument nécessaire? Voilà. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Et la réponse, ça dépend des sujets scientifiques. Est-ce qu'il y a un sujet scientifique qui fait qu'il n'y a pas moyen de faire autrement qu'en ayant un télescope, par exemple, de 100 mètres de diamètre? Si la réponse est oui, et si le sujet scientifique est extrêmement important, il faudra regarder. Voilà, Vous en avez un en tête, par exemple? Est-ce que j'en ai un en tête? Oui, pourquoi pas? Oui, oui. Quand on veut regarder des atmosphères d'exoplanètes dans la zone habitable, alors j'espère que on va le faire. C'est ce qui est prévu avec le LT. Une fois qu'on aura vu ces exoplanètes, qu'on aura détecté par exemple de l'eau en suspension dans ces atmosphères, peut-être qu'on voudra aller plus loin, et peut-être que pour aller plus loin, donc avoir une précision encore plus importante sur la spectroscopie, il faudra plus de photons et donc il faudra un télescope plus grand. Voilà. Ouais. Donc je pense qu'on trouvera toujours un moyen d'imaginer des résultats qui nécessiteront des télescopes beaucoup plus grands. Mais il faut des résultats vraiment majeurs, potentiellement majeurs, pour justifier des investissements aussi importants. Aussi important. Et si le télescope de 39 mètres de diamètre aujourd'hui c'est 1,5 milliard, un 100 mètres, je ne sais pas vous dire combien ça coûterait. C'est peut-être 10 milliards ou 15 milliards, j'en sais rien. Et 10 milliards ou 15 milliards, on ne peut pas se le payer. Voilà. Avec les pays européens actuels, on ne peut pas. Les Américains, je ne pense pas qu'ils puissent non plus. Vous voyez, donc ça veut dire aussi un autre mode d'organisation qui serait peut-être un mode d'organisation mondial qui prend aussi du temps à faire, à mettre en place. Vous voyez, donc ça fait beaucoup de choses à réunir pour pouvoir y arriver. Mais quand on a commencé à échanger tous les deux sur cet entretien, vous avez attiré mon attention sur la signature qui vient d'avoir lieu à l'Assemblée nationale, ici en France, d'un très grand projet de radiotélescope qui s'appelle SCAO.
Square Kilometer Area Observatory, with my accent, qui est un très grand radiotélescope, donc composé de deux éléments. D'un côté, 197 paraboles qui sont installées en Afrique du Sud, et de l'autre côté, 131 000 antennes à basse fréquence, donc qui sont installées en Australie. Coût global du projet, 1 milliard d'euros. Le nombre de pays qui sont associés, c'est aujourd'hui 7 pays. 14. 14. On sera 14. Eh ben, c'est Pour l'instant, ils sont 13. Oui, Là, nous sommes observateurs. On est au conseil, mais observateurs. Et on sera 14, je l'espère, dans un mois ou deux. Voilà. Et donc, c'est un grand radiotélescope qui fonctionne justement comme un gigantesque interféromètre continental. Et ça, c'est aussi quelque chose d'absolument incroyable en termes de projet d'observation. Et on parle bien d'observation, puisqu'il s'agit d'un radiotélescope, même s'il est réparti sur un continent, si je puis dire. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est pour près d'1 milliard d'euros, pour donner toutes les informations. Oui, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est le même coût. En gros, c'est le même ordre de grandeur que le LT. Voilà, on est à l'ère des projets à 1 milliard, entre 1 et 2 milliards d'euros. Voilà. Ça manquait. Alors, ça manquait parce que, alors quelque part, c'est le même raisonnement que pour le LT. Vous avez besoin à la fois de résolution angulaire, et ça, c'est la taille de l'optique qu'il donne. Voilà. Et vous avez à la fois, alors je dis l'optique pour la radio, mais c'est quand même une optique. Hein. La théorie optique est la même, elle ne change pas en fonction de la longueur d'onde ou de la fréquence. Et puis vous avez besoin aussi d'une grande surface collectrice. Et ça, c'est aussi, alors c'est pas le diamètre, mais c'est la surface qui vous le donne. Donc c'est le même raisonnement qui conduit à construire ce type d'observatoire. Alors, la très grande différence en radio, c'est qu'en radio, c'est plus facile de faire de l'interférométrie parce qu'on détecte, on est capable de détecter directement les ondes lumineuses et pas leur intensité. Et ça change tout quand on fait de l'interférométrie. Et l'énorme avantage, du coup, c'est que vous pouvez vraiment faire des grands télescopes avec des petits télescopes. Et les petits sont toujours plus faciles à faire que les grands. Voilà. C'est pas la même techno que le LT. Et donc, il suffit, entre guillemets, d'avoir un suffisamment grand nombre de petits télescopes pour faire un grand télescope, l'équivalent d'un grand télescope, qui soit à la fois sensible et qui ait la résolution angulaire nécessaire pour vos projets scientifiques. Ça n'a pas été le choix des Chinois qui ont ouvert récemment, il y a quelques années, donc le FAST, 500 mètres de diamètre, une parabole géante au sol qui ne bouge pas, qui est aujourd'hui le plus grand radiotélescope du monde, qui est très impressionnant aussi. Est-ce qu'il a des résultats? Est-ce que vous en entendez parler? Alors, on entend surtout parler alors, je dis ça pour moi parce que peut-être que je ne suis pas le meilleur en termes de résultats de ce télescope, je dois dire. Mais on croule pas, j'ai pas l'impression qu'on croule sous les résultats de ce télescope parce que je pense que c'est une étape, en fait. C'est une étape. Alors, attention, je pense qu'il a des résultats, ce télescope. Hein. Je ne veux pas non plus dire des choses qui ne sont pas. Oui, vous voulez faire plus gros quand même, c'est ça? Voilà. FAST, en fait, va y avoir une suite où il y aura plusieurs FAST. Et où ça sera une espèce de super ska. Vous voyez, et donc vous aurez ces antennes qui sont fixes au sol, c'est comme un Arecibo. Hein. Ouais. L'avantage, c'est que la surface collectrice est très grande. L'inconvénient, c'est qu'à pointer, c'est pas facile. Donc ça n'a pas les mêmes performances qu'un télescope qui serait complètement pointable. Maintenant, vous faites un interféromètre, vous vous retrouvez dans le cadre de SCA. Et là, vous pouvez faire, c'est des réseaux phasés, et vous les pointez en ajustant les phases différentielles entre ces différentes pupilles, et vous obtenez un très grand radiotélescope. Et ça, c'est probablement ce que les Chinois vont faire dans les décennies qui viennent. Est-ce que c'est pas ça l'avenir de l'astronomie observationnelle dans son ensemble, c'est-à-dire des télescopes partout sur la Terre, en réseau, qui observent des mêmes cibles parfois? Alors, on en voit le résultat avec le trou noir de M37, par exemple, qui est l'objet d'une coopération depuis de nombreuses années de très nombreux télescopes qui, au même moment, prennent la même image et ensuite... c'est très compliqué, hein, mais le projet de l'astronomie du futur, est-ce que c'est pas finalement d'utiliser la planète entière comme un grand miroir de télescope et de connecter tout le monde? Alors, quand c'est possible, oui. Donc en radio, oui. En radio, oui. Et ça a été démontré, comme vous venez de le dire, par l'Event Horizon Telescope qu'il a fait pour M87 étoiles et pour Sagittarius A étoile, donc les deux plus gros trous noirs supermassifs, les deux plus gros en taille apparente. Et ça marche très bien dans ces domaines-là. Ça marche très bien aussi, ce qu'on appelle la VLBI, la Very Long Baseline Interferometry en radio. Ça marche déjà comme ça. Et donc oui, absolument, en radio, c'est exactement ça. Exactement ça.
ça serait le rêve pour moi, Ouais. pouvoir faire ça dans le domaine optique et infrarouge. Malheureusement, là, je pense que je peux dire, c'est pas possible. Voilà. En tout cas, avec la technologie actuelle, il faut une nouvelle idée pour que ce soit possible. Il y a des gens qui travaillent sur des nouvelles idées. Aujourd'hui, c'est pas possible parce que tout simplement, on ne mesure pas l'onde lumineuse, mais on détecte une intensité. Et pour détecter une intensité, il faut amener tous les faisceaux au même endroit avec des lignes à retard. Donc, il faut transporter les faisceaux sur des longueurs qui correspondent en gros à la longueur, à la distance entre les télescopes. Et ça, si vous voulez faire un interféromètre de 1 km, 2 km, 10 km, aujourd'hui, c'est très compliqué. Voilà. Il y a encore des observateurs, il y a encore des gens qui regardent le ciel. Alors, Alors, je dirais pas à l'oculaire du grand télescope parce que je suis pas naïf, là mais il y a aussi, toujours besoin d'hommes. verre à moitié vide et verre à moitié plein. On peut considérer que c'est formidable, on fait des progrès extraordinaires parce que on n'est plus obligé d'aller dans les observatoires aujourd'hui pour observer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a même des télescopes qui fonctionnent de manière automatique. Euh, notre télescope hawaïen, le Canada-France-Hawaï, il est opéré depuis la base de Waimea à Hawaï. Les gens ne sont plus du tout au sommet. Voilà. Donc ça, si vous êtes à Waimea à Hawaï, vous pouvez l'opérer aussi Ouais. depuis Meudon, depuis votre bureau. Bon, c'est pas comme ça que ça marche, mais Bon. il n'y a pas d'impossibilité à le faire. Voilà, donc on sait faire ça. Le VLT, vous pouvez observer à distance. Vous avez des techniciens et un astronome de nuit sur place. Vous êtes en liaison par visioconférence et vous pouvez observer comme ça. Ça, c'est possible. Il y a aussi un mode qui est le mode qui est très répandu maintenant, qui est le mode dans le cadre du CFH, ou ben voilà, il suffit que j'en parle pour que j'oublie instantanément le nom. Voilà, l'équivalent du mode à l'ESO, où vous n'allez même pas observer vos observations, vous les recevez, alors plus par la poste, mais elles sont déposées sur un site et vous allez chercher vos données. Vous voyez, donc ça, c'est le verre à moitié plein, où on n'a plus besoin de se déplacer systématiquement comme c'était le cas avant. Donc ça, c'est quand même un avantage. Après, il faut faire attention, il faut quand même qu'il reste encore des astronomes dans les observatoires, et pour les jeunes, il faut que les jeunes puissent aller observer pour avoir une idée de ce que c'est qu'observer avec un télescope, quelle que soit la taille du télescope. Donc, il faut arriver à marier les deux, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de bonne observation sans bon ciel, et vous savez très bien que ce ciel est en danger. Il est en danger d'abord par les pollutions, qui sont des pollutions autour des grands télescopes. Et récemment, au Chili, il y a eu un projet d'usine qui était censé dégager beaucoup de rejets de poussière et qui mettait en danger le site de l'Atacama dans son ensemble. Et deuxième danger, celui des superconstellations qui aujourd'hui correspondent à des centaines de milliers de satellites. On a même des demandes de SpaceX pour avoir 1 million de satellites en superconstellation dans le ciel. Euh, Quelle est la position des astronomes? Est-ce que les astronomes sont des victimes ou est-ce qu'ils peuvent encore se battre pour que ce ciel, bien commun de l'humanité, soit discuté, soit partagé et soit sauvegardé? Alors, d'abord, on est inquiet. Voilà. On est inquiet en raison de la présence des constellations de satellites, des très grandes constellations de satellites, et qui est en croissance, en fait. Voilà. Euh, Deuxièmement, on est combatif, et la communauté astronomique internationale est combative. Alors, vous avez parlé du cas de l'ESO et de cette usine. Je dois dire que c'était, si je parle familièrement, hallucinant. Voilà. On était au conseil de l'ESO en octobre 2024. Le directeur général de l'ESO nous présente un projet, et honnêtement, j'ai cru que je n'avais pas compris. Voilà. Parce que le projet, c'était d'installer une usine. Alors, à l'époque, on parlait d'un investissement de 5 milliards de dollars au pied de l'observatoire. Alors, quand je dis au pied, c'est à 11 km du VLT, donc à 11 km de Paranal. À 5 km, on va installer la partie sud de CTA au pied de Paranal. Donc, à 5 km de CTA sud. Et quand vous êtes sur place, 5 km ou 10 km, c'est à côté, c'est là en fait. Voilà. Et à 25 km de l'ELT. Et là, quand le projet était présenté, je me suis dit, c'est une blague. Bon, on n'était pas le 1er avril, on était au mois d'octobre à Potsdam, et non, c'était pas une blague. Projet de mine, en fait. Alors, c'est un projet c'était, ce qui est génial, c'est que maintenant on peut dire c'était un projet
pour produire de l'hydrogène vert et de l'ammoniac verte. Voilà. Et alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il fait très beau dans l'Atacama, c'est pour ça qu'on y va et qu'on construit des télescopes qui valent très cher. Et donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire une centrale photovoltaïque qui sera très efficace, et puis vous avez un océan à côté, vous pouvez comme ça faire de l'hydrogène, et vous exportez votre hydrogène et votre ammoniac, et l'ammoniac vous l'exportez en faisant un port d'ailleurs qu'il fallait construire au pied du VLT, côté océan Pacifique. Voilà. Donc ça nous est tombé dessus en octobre 2024. Et on a appris, alors officiellement maintenant, je ne sais plus si c'était il y a une semaine ou il y a 10 jours, moi je le savais un peu avant, que finalement la société a décidé de retirer son projet. Voilà. En fait, officiellement, elle réoriente ses activités. Voilà. Mais bon, c'est le fait que c'était possible qu'une société, quelle que soit la nationalité de la société, envisage un investissement de 5 à 10 milliards, parce qu'après on parlait de 10 milliards, en dollars ou en euros, peu importe, c'est le même ordre de grandeur, au pied de l'observatoire le plus puissant du monde, vous dites il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Comment est-ce que, si vous aviez cette somme d'argent, dans un désert qui fait 2000 km de long, vous n'iriez pas vous mettre là où il ne faut surtout pas se mettre. Voilà. Ben, c'était possible, voilà. C'est arrivé. Et du coup, on a eu très peur. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par l'ESO. Il y a aussi une activité, disons, institutionnelle et J'imagine étatique. qu'il y a eu des pressions politiques quand même, parce que Pour dire absolument que il faut préserver cet observatoire. ouais. Il y a un investissement qui est colossal qui a été fait. Et bon, finalement, ça a fini par porter ses fruits. Donc, c'est absolument formidable. Les constellations, c'est un autre problème, parce que les constellations, d'abord, il y en a déjà. Là, on assiste à une croissance qui est très importante. Donc, SpaceX, et avec sa constellation Starlink, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était une autorisation pour 42 000 satellites, avec une idée de passer à 48 000. Voilà. 48 000 satellites, c'est déjà énorme, hein. Aujourd'hui, on a fait un rapport à l'Académie des sciences sur le sujet, et quand on a publié le rapport l'année dernière, on en était à 14 000 satellites. 14 000 satellites au total, dont à l'époque, ça devait être 7 000 satellites Starlink. Des Starlink, on en était à 8 000 à la fin 2025, donc on en est entre 8 000 à 8 000 et quelques aujourd'hui. 4 000 par an. Voilà, l'année dernière, il y a eu 167 ou 170 lancements de fusées Falcon 9, notamment pour ces satellites. Et en tout, on s'attendait à arriver à peu près 100 000 satellites en orbite basse, entre la partie haute des orbites basses et la partie basse des orbites basses. Là, ce qui était annoncé la semaine dernière par SpaceX, c'est une demande d'autorisation pour 1 million. 1 million. Alors déjà, à 100 000, ça nous posait des gros problèmes. 1 million, ça va évidemment nous poser des problèmes encore plus importants. Je ne suis pas sûr que ce soit qu'à facteur 10, ça sera beaucoup plus que ça. Vraiment, on ne sait pas où on va là. Voilà. On peut perdre le ciel. On peut perdre le ciel, oui, à certaines longueurs d'onde, oui, oui. Puis vous avez la perte du ciel dans le domaine optique infrarouge. Vous avez la perte du ciel aussi dans le domaine radio. Parce que le problème dans l'optique infrarouge, c'est la réflexion par les satellites de la lumière solaire. Et donc le problème, il est essentiellement en début et en fin de nuit. Voilà. C'est au moment du crépuscule. Sauf quand vous aurez des sociétés qui veulent renvoyer la lumière du soleil au sol la nuit pour pouvoir capter l'énergie solaire, où là, ça sera encore un autre problème. Difficile de savoir si ça va arriver, si ça va aller au bout, mais c'est un autre type de problème auquel on va être confronté. Donc dans l'optique, si on en reste aux constellations classiques de ces dernières années, le problème, c'est en début et en fin de nuit. Voilà. Alors, c'est pas pour minimiser le problème, mais c'est au moins en milieu de nuit, on sera moins gêné. En radio, c'est pas la lumière du soleil qui réfléchit. Les satellites, ils émettent eux-mêmes des ondes électromagnétiques radio pour les télécommunications. Et ça, ils le font 24 heures sur 24. Et donc, potentiellement, ça veut dire qu'il n'y a plus de sanctuaire radio. Voilà. Nos observatoires radio traditionnels, ils sont dans des endroits où vous n'avez pas le droit d'avoir de téléphone, vous n'avez pas le droit d'avoir d'équipement qui émet des ondes électromagnétiques, des ondes radio. Ouais. Donc, c'est ça le problème. On entend aujourd'hui, au moment où Artemis 2 s'apprête à faire le tour de la Lune, et puis il y a un programme lunaire qui est relancé, etc.,
un certain nombre de sociétés, je pense que c'est la SpaceX en particulier, qui dit ben, les astronautes n'ont qu'à aller sur la Lune. Il y a des cratères, ils vont être tranquilles, il n'y aura pas de bruit électromagnétique, enfin, il n'y aura pas trop de lumière, on ne va pas les embêter avec des satellites. Est-ce que l'avenir de l'astronomie, c'est pas sur la Lune? Non. Et non. Ça nous Alors, pose la question. Hein. bien sûr, hein. Non, la Lune, elle est intéressante pour aller placer un observatoire radio qui serait sur la face cachée et qui, quelque part, serait protégé des radiations émises par la Terre. Voilà. Là, la Lune, elle est intéressante. Pour le reste, honnêtement, dans le domaine optique, vous avez de la poussière sur la Lune. Et donc, ça veut dire beaucoup de problèmes vis-à-vis de vos télescopes. Et puis, mine de rien, il faut y aller sur la Lune. Et ça, c'est pas gratuit. Ça coûtera très cher. Donc, c'est pas la solution. C'est comme le spatial. Le spatial est complémentaire du sol, ou le sol est complémentaire du spatial. Mais la solution au spatial, c'est pas le sol. Et la solution au sol, c'est pas le spatial. Voilà. Comment on peut aider les astronomes? Parce que les astronomes, ils ne représentent pas grand-chose. Un astronome pour 100 000 habitants en France, c'est un pays qui est plutôt bien équipé en astronomes, si je puis Oui. dire. Mais leur voix est toute ridicule par rapport à, comment dire, au pouvoir économique qui est en train de développer ces super constellations. Sur quel levier comptez-vous le plus agir? Alors, il y a des leviers de communauté astronomique qui finalement sont pas si inefficaces que ça, au sens où ils arrivent à se faire entendre. Alors, ça ne veut pas dire que les problèmes sont résolus, mais ça veut dire que le problème est considéré. Et il est considéré à un niveau finalement qui n'est pas du tout négligeable. Donc, il y a eu la création par l'Union astronomique internationale du Centre pour la protection du ciel, qui est établi alors physiquement à Tucson, en Arizona, en face de chez Roger Angel, à Noir-Lab, Lex et Noao, et qui en fait est la tête de pont d'une organisation internationale d'astronomes et auxquels sont associés les observatoires SCAO, ESO, euh, et avec des groupes de travail, des conférences, des groupes de travail. Dans ces groupes de travail, vous avez notamment des opérateurs comme SpaceX, mais pas que. Et ces gens-là discutent ensemble. Et évidemment, les astronomes font savoir quels sont les problèmes pour eux. Ça génère des recherches d'ailleurs, hein, des gens qui travaillent là-dessus et qui font des simulations, d'autres qui font des algorithmes de traitement de données pour pouvoir essayer d'améliorer les observations qui auraient été contaminées par des passages de satellites ou des passages ou des émissions radio par ces satellites. Et ça a eu, donc c'est déjà un élément de visibilité assez important. Et ça a eu une autre conséquence, c'est que cette question, elle a été portée au niveau d'un comité de l'ONU qui s'appelle le COPIOS, en français le QPA, le Comité pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, pardon. Et donc aujourd'hui, ça fait l'objet de discussions qui d'ailleurs se déroulent cette semaine à Vienne, en Autriche, à l'ONU à Vienne, pour essayer de trouver une solution. Voilà. Donc, alors, c'est pas parce que ces discussions existent que la solution est trouvée. Évidemment, c'est le résultat de discussions qui sont vraiment complexes. Les constellations de satellites, c'est aussi un élément de souveraineté extrêmement important pour les États, même si c'est des sociétés privées. SpaceX, c'est une société privée. Enfin, SpaceX, elle ne serait pas là sans l'aval de l'État américain. Voilà. Et vous apportez, par exemple, l'Internet haut débit en Ukraine avec les satellites Starlink. Vous voyez. Donc, vous pouvez apporter Internet à un pays en guerre qui n'a plus d'infrastructure Internet. Donc, on voit c'est un des exemples de l'impact, de l'intérêt de souveraineté de ces constellations. Donc, évidemment, c'est des intérêts qui ne sont pas tout à fait bons pour la pratique de l'astronomie, mais qu'on ne peut pas négliger face aux astronomes. Donc, il faut arriver à organiser des discussions internationales, parce que c'est un problème international. On parle de SpaceX, mais il n'y a pas que SpaceX. Il y a aussi il y a les Européens, il y a les Chinois, il y a d'autres pays aussi, hein, qui ont des intérêts là-dedans. Donc, il faut arriver à des normes, une régulation, peut-être un traité international de l'espace, comme il y a eu celui de 1967, à l'époque où le risque là, c'était d'avoir une contamination nucléaire, enfin d'utiliser l'espace pour, à l'époque des deux puissances de la guerre froide, pour pouvoir venir attaquer l'autre.
Voilà, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et les astronomes, finalement, arrivent alors, à se faire entendre, je ne sais pas, mais en tout cas, à faire en sorte que leurs problèmes soient considérés. Oui, ça c'est clair, mais on n'est pas encore au bout on n'est pas encore au bout de l'affaire. Vous êtes astronome amateur, Pas du tout. vous regardez pas le ciel. Alors si, mais beaucoup, mais quand je travaille, oui. Mais non, non, mais non, alors je suis pas du tout issu de la filière astronome amateur, Ouais. et je le regarde comme tout le monde quand je suis en vacances, mais j'ai pas mon télescope à l'arrière de ma voiture, voilà. Donc je fais très, Là, j'ai lu que vous aviez découvert l'astronomie en lisant un livre d'Hubert Reeves d'abord. oui, C'est vrai, absolument. c'était lequel? C'était Poussière d'étoiles, Ah oui? et en fait j'étais à l'école d'application du train à Tours pendant mon service militaire. Il se trouve que j'ai fait une école militaire, voilà. Et Qu'est-ce qui vous a touché dans ce livre? Pour que tout d'un coup votre vie change et que vous euh, deveniez astronome professionnel. c'est surtout ce qui a touché un de mes camarades de promotion, qui s'appelle Alain Le Cavelier des Étangs Le Valois, qui par chance pour moi, donc nous sommes de la même promotion de l'école polytechnique, et il avait aussi choisi le train. On était dans la même école d'application, c'était notre première année à l'époque. Et Alain a vu que je lisais ce livre et m'a parlé d'astronomie, sauf que lui c'est un vrai astronome, il était astronome amateur et il voulait faire astronome. Voilà. Et donc Alain a commencé à me contaminer, et j'ai beaucoup aimé le livre d'Hubert Reeves, et qui m'a fait rêver, oui. C'était aussi simple que ça. J'ai rêvé en lisant ce livre, hein. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui me nourrit? Alors, la raison pour laquelle j'ai fait de l'astronomie, donc ça c'est le début de la raison, et ensuite j'ai découvert la recherche en astronomie. Et là, je suis tombé dans la recherche. Voilà. Et ça, c'était avec Alfred Vidal-Major, grâce à Alain. Et Alain, aujourd'hui, ou plutôt Alfred, maintenant, est dans l'équipe d'Alain. Et j'ai découvert avec Alain et Alfred ce qu'Alain m'avait dit, il y a un sujet super, est-ce que tu veux pas venir faire un stage avec moi à l'Institut d'astrophysique chez Alfred Vidal-Major? Je connaissais quand même le nom d'Alfred Vidal-Major. Je lui dis, ah bon, mais c'est bien. Voilà. Il m'a dit, ah oui, c'est super. Je lui dis, bah, bon, alors allons-y, voilà. Et c'était avant, ça c'était en 92, on parlait pas encore de planète extrasolaire, et c'était sur le seul disque de l'époque, qui était un disque dans lequel des planètes étaient censées s'être formées, Beta Pictoris, voilà. Et on a travaillé sur ce disque, et on cherchait des choses dans le disque, et ça m'a captivé. Voilà. Et aujourd'hui, c'est toujours la recherche qui vous nourrit? Oui, j'aime beaucoup la recherche. Oui, oui, oui. Je suis toujours un chercheur très, très actif. Oui, enseignant-chercheur, même très actif. Oui, oui, absolument. En plus des relations internationales qui me passionnent dans le cadre de l'astronomie. C'est pour cette raison-là c'est une des raisons pour lesquelles je suis au ministère de la Recherche. Mais oui, absolument. Oui, oui, oui. Je ne serai jamais guéri. J'ai été contaminé. J'ai chopé le virus de la recherche en 92, et je crois que je ne serai jamais guéri. Oui, oui. Non, non. Je rêve recherche quasiment toutes mes nuits, hein. Mes problèmes m'obsèdent. Enfin, mes bons problèmes m'obsèdent. Voilà. En fait, vous vivez dans votre rêve, quoi. Ah oui, oui, j'ai une chance extraordinaire. Alors, j'ai gardé pour notre conclusion une petite phrase, toute petite, écrite par Victor Hugo dans Océan, pour conclure, qui écrit: Regardez le ciel dans un télescope, c'est une indiscrétion. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.